Bonsoir, chers amis et collègues. Je remercie encore une fois l'association ML et tous ses membres de m'avoir invité et joint à ce congrès. Je vous félicite énormément pour la qualité et les thèmes que vous avez choisis. Alors, effectivement, donc on a longuement parlé de l'hypertension artérielle. Alors, on m'a demandé de traiter, je vais dire, une sous-entité qui est l'hypertension artérielle du sujet jeune. Alors, on va se baser bien évidemment sur les recommandations internationales de l'ESC 2018, les recommandations de la Société internationale d'HTA de 2020 et de 2021, et aussi sur les recommandations de l'ARA de 2019, qui ont donc traité de façon spécifique l'hypertension artérielle chez le sujet jeune. Donc, sur le plan épidémiologique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pathologie qui est fréquente, donc qui affecte actuellement un adulte sur 8 âgé de 20 à 40 ans, qu'actuellement, son incidence est en augmentation pour deux principales raisons. La première, c'est notre mode de vie qui a changé, avec l'augmentation donc de la sédentarité et surtout avec l'épidémie donc mondiale de l'obésité. Et le deuxième point qui est très important à savoir et à connaître, c'est à cause de l'abaissement du seuil diagnostic de l'HTA, surtout pour les Américains, qui actuellement, ils définissent donc l'hypertension artérielle comme étant une pression artérielle qui est supérieure à 13,8 et non pas à 14/9. Et donc, du jour au lendemain, plus de 4,2 millions d'Américains se sont réveillés hypertendus. Alors, la pression, l'HTA du sujet jeune a deux principales caractéristiques qui sont l'augmentation et la fréquence des atteintes cérébrales et des atteintes cardiovasculaires avec un risque d'élevé d'AIT, d'AVC, d'insuffisance cardiaque et de maladies coronaires. L'autre particularité sur le plan diagnostique et étiologique, c'est que quand vous êtes devant une HTA chez un sujet jeune, vous êtes obligé de faire la recherche d'une HTA secondaire parce que la prévalence de l'HTA secondaire chez le sujet hypertendu jeune, elle est de plus de 10% dans ce contexte. Et d'où l'intérêt donc de faire le diagnostic, donc de rechercher une HTA secondaire pour améliorer le pronostic de ces patients. Alors, comme vous le savez très bien, donc l'hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux. Elle est pourvoyeuse donc d'une morbimortalité qui est très élevée, avec des complications cardiovasculaires, des complications donc cérébrales, des complications rénales, des complications de la femme chez la femme enceinte qu'on a bien traité et détaillé le matin. Et donc cette dernière étude qui date de 2022, qui est très récente. Donc, elle démontre que l'hypertension artérielle, plus l'âge du patient hypertendu est jeune, plus il y a une augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires et de la mortalité cardiovasculaire et de la mortalité globale. Alors, comme je viens de le dire, les deux particularités donc, à retenir dans l'HTA du sujet jeune, c'est la fréquence donc, des troubles neurologiques avec une altération du volume cérébral, une altération au niveau de la substance blanche, et puis le retentissement cardiaque avec donc, un risque élevé d'avoir une HVG, d'avoir des maladies cardiovasculaires et une mortalité qui est élevée. Et comme vous le savez très bien, tout ça a été bien détaillé et élucidé dans l'étude cardiaque qui a donc étudié le risque d'atteinte coronaire et d'augmentation des calcifications coronaires chez les sujets jeunes. Et donc, il a bien détaillé le parcours de ces patients. C'est-à-dire que si tu es donc devant un sujet jeune, que tu fais la découverte donc d'une hypertension à un âge précoce, tu peux commencer initialement, on va le voir tout à l'heure dans le traitement, par une modification donc par des mesures hygiéno-diététiques, une modification du mode de vie. Si tu ne traites pas ce patient il va évoluer dans les années qui suivent vers une atteinte des organes cibles et puis donc à un âge beaucoup plus tardif vers des complications donc cardiovasculaires, cérébrales et éventuellement oculaires et rénales. Alors, quelques définitions que vous devez connaître, c'est quand on parle d'HTA du sujet jeune. Pour les Européens, en 2018, un sujet jeune était défini comme un sujet qui a un âge qui est inférieur à 40 ans. Alors, pour les Américains, actuellement, la définition du sujet jeune, c'est un âge qui est inférieur à 30 ans. Alors, la prévalence de l'HTA est en cours d'augmentation, avec donc une prévalence qui est donc d'environ 12% chez les adultes de 20 à 29 ans et de 18% chez les adultes de 30 à 39 ans. Et il faut savoir que l'HTA chez le sujet de race noire a un risque qui est 2 fois plus important que le sujet donc, de race blanche. Alors,
Là, c'est le schéma donc, que je vous ai présenté dans les tables rondes et les présentations antérieures d'hypertension artérielle. Et ce schéma, c'est très important pour comprendre la physiopathologie et pour choisir le traitement antihypertenseur adapté et adéquat chez votre patient hypertendu jeune. Alors, chez le patient numéro 1, comme vous savez très bien, c'est que le système de régulation de la pression artérielle, sur le plan physiologique, on a 3 systèmes. Le système rénine-angiotensine-aldostérone, le système nerveux autonome et la volémie. Et donc, par exemple, chez le même sujet, vous n'avez pas toujours donc, une intervention qui est équivalente des 3 systèmes. Chez le patient donc, numéro 1, vous voyez que c'est un patient qui a une HTA qui est secondaire à une activation du système rénine-angiotensine, beaucoup plus qu'une activation du système nerveux autonome ou qu'une atteinte de la volémie. Et donc, c'est un patient qui va plus répondre aux inhibiteurs du SRA. Le patient numéro 2, c'est un patient qui a une HTA qui est secondaire le plus souvent à une volémie qui est augmentée et donc vous déduisez que c'est un patient qui va répondre plus aux diurétiques. Et le 3e patient, et là c'est l'apanage, je ne vais pas dire l'apanage, mais le type de patient numéro 3, c'est très fréquent. Donc chez le sujet jeune, c'est un patient qu'on appelle un patient hypersympathico-tonique. C'est un patient qui a une activation importante donc, de son système nerveux autonome et donc bien évidemment qui va répondre aux bêta-bloquants. Alors, la question, c'est que est-ce que l'HTA du sujet jeune, c'est une HTA systolique ou diastolique ou une HTA systolo-diastolique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes devant un patient jeune qui est hypertendu, c'est le plus souvent une HTA qui est systolo-diastolique ou une HTA qui est diastolique pure. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je voulais vous préciser une toute petite entité, c'est qu'on retrouve parfois des sujets qui sont adultes, jeunes, de gros gabarits, en très bonne santé, qui sont souvent des hommes, des tabagiques, chez qui on retrouve une petite augmentation de la pression artérielle systolique. Chez ces patients-là, s'ils n'ont aucune autre comorbidité associée et aucun autre facteur cardiovasculaire et que la pression ne dépasse pas 15, ce sont des sujets chez qui on ne va pas démarrer un traitement médicamenteux parce qu'au fait, l'augmentation de la pression artérielle systolique chez ces hommes de gros gabarits et qui sont en bonne santé, elle est due beaucoup plus à une augmentation de l'amplitude de l'onde de pouls qu'à la rigidité artérielle. Alors, une autre entité que je voulais donc partager avec vous, c'est l'hypertension artérielle de l'enfant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypertension artérielle de l'enfant, elle est méconnue et sous-diagnostiquée, qu'elle contribue au développement précoce de la maladie cardiovasculaire, qu'elle est souvent asymptomatique, d'où l'intérêt de son dépistage systématique et primordial, et qu'il faut savoir que l'HTA, elle touche 3,5% des enfants et des adolescents, et que si l'enfant est obèse, cette prévalence, elle augmente à 24%. D'accord? Et donc, pour vous, médecins de famille, vous êtes obligés de faire le dépistage de la pression artérielle, c'est-à-dire la prise de la pression artérielle chez tout enfant à partir de l'âge de 3 ans. D'accord? Et que si l'enfant est diabétique ou insuffisant rénal ou obèse, donc vous allez faire la prise de la pression artérielle à chaque consultation. Alors, on ne va pas tarder, vous connaissez tous que la définition universelle de l'hypertension artérielle, c'est une pression artérielle qui est supérieure à 14/9 mesurée en consultation, qu'on va faire 3 prises en moyennant la deuxième et la troisième et en éliminant la première prise, ce qui nous permet donc de diminuer le risque d'avoir une HTA blouse blanche en position assise avec un patient qui est au repos et un bras qui est bien soutenu. Alors, là, c'est ce que j'étais en train de dire lors de l'introduction, c'est que pour les Américains actuellement, la définition de l'hypertension artérielle, c'est une pression artérielle qui est supérieure à 13/8 et non pas à 14/9. Alors, je voulais donc partager avec vous qu'actuellement aux États-Unis, le médecin praticien n'est pas intéressé uniquement à la prise de la pression artérielle brachiale, c'est-à-dire systolique et diastolique. Actuellement, il y a des tensiomètres qui sont validés, qui sont capables de prendre la pression aortique centrale. Donc, il vous permet, parce que la pression aortique centrale, c'est la pression qui est directement liée à l'atteinte des organes cibles. Alors, pour la classification de l'hypertension artérielle chez le sujet jeune, c'est la même chose pour le sujet donc, qui est adulte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Européens, on garde toujours la classification en HTA légère, modérée à sévère. Et que pour les Américains actuellement, on parle uniquement de 2 grades. Une HTA grade 1, c'est une HTA supérieure à 13/8, sans dépasser 14/9. Et qu'au-delà de 14/9, on parle d'une HTA grade 2. D'accord ?
Alors, la demande d'une mesure ambulatoire de la pression artérielle dans l'HTA de sujet jeune doit se faire devant toute HTA qui n'est pas sévère. C'est-à-dire que si vous avez un adulte jeune qui se présente chez vous au cabinet avec une HTA sévère qui est définie par une pression artérielle supérieure à 18/11, vous allez, on va le voir tout à l'heure, démarrer le traitement. Si le patient se présente pour une HTA légère ou HTA modérée, vous allez recourir à une mesure en dehors du cabinet, soit une automesure, soit une MAPA, c'est-à-dire un haltère tensionnel. Alors, votre patient, il vient, vous avez confirmé votre HTA par une mesure au cabinet, éventuellement avec une mesure en dehors du cabinet. Donc, vous allez procéder à l'interrogatoire. 3 points sont très importants à ne jamais oublier dans l'interrogatoire. C'est de demander au patient s'il prend des médicaments. Il vous fait sortir son ordonnance ou tous les médicaments qu'il prend pour vérifier, on va le voir tout à l'heure, s'il s'agit d'une HTA qui est toxique ou une HTA médicamenteuse. Deuxièmement, il faut vérifier les facteurs de risque associés parce que ça conditionne la prise en charge thérapeutique. Et puis, un examen clinique minutieux pour prendre le poids et l'IMC du patient à la recherche éventuellement d'un surpoids ou d'une obésité. Deuxièmement, en dehors de votre examen clinique, il faut obligatoirement rechercher tous les signes d'HTA secondaire. En premier, ayez le réflexe, bien sûr, d'ausculter en para-ombilical. Parce que quand vous auscultez en para-ombilical, vous pouvez entendre et donc suspecter une sténose de l'artère rénale si vous trouvez un souffle para-ombilical. Deuxièmement, dans votre examen clinique, vous pouvez retrouver un syndrome cushingoïde qui va donc vous orienter vers un hypercorticisme, une obésité, un syndrome œdémateux qui va vous orienter éventuellement vers une néphropathie et la diminution des pouls des membres inférieurs qui va vous orienter chez l'enfant ou le sujet adulte jeune vers une coarctation de l'aorte. Alors, le bilan de première intention, vous le savez tous, c'est une NFS, un sodium, un potassium, un bilan rénal, une glycémie, un bilan lipidique à jeun, une protéinurie, une TSH et un ECG de repos. Et je partage avec vous la plaque qu'on a déjà vue le matin. C'est que les dernières recommandations de l'ESC 2021, ils ont précisé qu'il faut rajouter une NFS, l'acide urique et le bilan hépatique. Alors, maintenant, je l'ai dit et je ne cesserai pas de le répéter, c'est que devant tout adulte jeune qui se présente chez vous pour une HTA, la recherche d'une HTA secondaire est obligatoire parce qu'elle représente 5 à 15% donc des HTA dans ce contexte. Alors, le fait de rechercher une HTA secondaire, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que certaines causes d'HTA secondaire, voilà, elles mettent en jeu le pronostic vital du patient. Deuxièmement, cause curable d'HTA, mais je vais dire cause curable d'HTA entre guillemets, parce que il faut pas donc parce que parfois, si la cause secondaire de l'HTA persiste, alors même si vous traitez la cause, il y aura une HTA résiduelle qui va rester. Donc, au moins, le fait de traiter la cause va vous permettre d'avoir un équilibre des chiffres tensionnels et également d'avoir une réduction du nombre de traitements antihypertenseurs que vous allez utiliser. Alors, il faut que vous pensiez à une cause d'HTA secondaire devant un patient jeune, âgé de moins de 30 ans. Si vous découvrez un souffle para-ombilical, une HTA hypokaliémiante, une insuffisance rénale, une HTA sévère ou une HTA résistante, ou un patient qui se présente avec une urgence hypertensive. Alors, la première cause, donc on va détailler un tout petit peu les causes d'HTA secondaire que vous devez connaître. Alors, la première, c'est la cause médicamenteuse. Donc, c'est une cause souvent réversible d'HTA. Donc, on a deux causes. La principale cause, c'est des causes qui sont toxiques, surtout un patient donc alcoolique ou qui consomme de la cocaïne et des amphétamines. Et puis, les causes médicamenteuses, 3 médicaments à toujours garder à l'esprit. C'est la contraception orale, la prise de corticothérapie au long cours et l'usage donc des AINS. Deuxièmement, c'est les causes rénales et les causes donc rénovasculaires. Donc la première cause donc rénale, c'est bien évidemment l'insuffisance rénale. Vous allez être orienté par un patient qui se présente chez vous avec des œdèmes un peu généralisés. Donc vous allez faire un modelette urinaire qui va revenir positif. Vous allez demander une échographie rénale et éventuellement donc une écho rénale qui va donc poser le diagnostic donc de néphropathie. Deuxièmement, l'HTA rénovasculaire, c'est un patient qui se présente chez vous pour une HTA avec la découverte d'un souffle para-ombilical qui peut être uni ou bilatéral, et puis une hypokaliémie à l'examen biologique. Alors, ces patients, donc, il faut savoir qu'ils peuvent se présenter également pour un OAP flash si vous les mettez sous inhibiteur du SRA. La troisième cause endocrinienne, c'est les hyperaldostéronismes. Je ne vais pas tarder là-dessus. Alors, vous allez suspecter un hyperaldostéronisme chez un sujet jeune qui va se présenter avec une HTA, une hypokaliémie. Donc, les deux principales causes d'hyperaldostéronisme, c'est l'adénome de Cohn, dont le traitement est la chirurgie, c'est la surrénalectomie. Et la deuxième cause, c'est l'hyperplasie bilatérale des surrénales. Et là, le traitement, c'est pas la chirurgie, c'est les anti-aldostéroniens.
La quatrième étiologie, c'est l'hypercorticisme. C'est une patiente qui va se présenter avec un faciès cochénoïde. Et donc, dans ce cas, deux principales étiologies, c'est la corticothérapie au long cours et le corticosurénalum. C'est une patiente qui le diagnostic il va être fait par l'augmentation donc du cortisol libre urinaire chez une patiente qui est hypertendue. Les autres causes, donc, Dr Asman Tazi les a détaillées, c'est la dysthyroïdie. Et la sixième cause, c'est le phéochromocytome. C'est une patiente ou un patient qui va se présenter avec la triade de Ménard qui est bien connue. C'est une patiente hypertendue avec des palpitations, des flushs, des sueurs. Donc, vous allez demander une TDM abdominale qui va faire le diagnostic et bien évidemment un diagnostic biologique avec l'augmentation des catécholamines libres urinaires, méthanéphrine et norméthanéphrine. Et le traitement, c'est la chirurgie. Alors, comme a dit et a demandé Dr Aitali, donc j'ai fait une petite partie sur l'obésité et le syndrome métabolique. Donc, je rappelle que simplement, le syndrome métabolique, c'est un ensemble de signes qui vont accroître le risque de diabète, d'HTA, d'athérosclérose, d'AVC et de maladies cardiovasculaires. Il faut savoir, comme j'ai dit, qu'on est devant une épidémie d'obésité. Et donc, actuellement, le syndrome métabolique, il concerne à peu près le quart des Américains. Et le syndrome métabolique est défini par une obésité abdominale, des triglycérides qui sont élevés, une HTA, un taux faible d'HDL et une glycémie qui est élevée. Donc le diagnostic de syndrome métabolique, c'est si vous avez supérieur ou égal à 3 des éléments que je viens de citer tout de suite. Alors, sur le plan thérapeutique, ce sont des patients qui doivent avoir en premier lieu donc des règles hygiéno-diététiques avec un régime alimentaire qui est correct et bien adapté, une perte de poids et une activité physique régulière. Alors la particularité de ces patients, c'est qu'il faut éviter de les mettre sous traitement antihypertenseur diurétique parce que les diurétiques augmentent l'insulinorésistance et l'hyperuricémie. Et bien évidemment, vous évitez de les mettre sous les bêta-bloquants qui ne sont pas cardiosélectifs, type athénolol, parce que ce sont des médicaments qui sont éventuellement diabétogènes. Cinquième entité à connaître, donc c'est le syndrome d'apnée obstructive de sommeil. Vous allez le suspecter déjà cliniquement et à l'interrogatoire, vous êtes devant un patient jeune qui est obèse, qui a une petite circonférence du cou et qui rapporte un ronflement nocturne et parfois même des apnées nocturnes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous suspectez un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, il faut envoyer le patient chez le pneumologue ou un centre spécialisé de sommeil où vous allez demander une polysomnographie qui va confirmer le diagnostic et le patient va être traité bien évidemment par des règles hygiéno-diététiques et la mise sous pression donc positive continue. Alors là, je vais juste vous dire un mot sur le bilan d'HTA secondaire, parce que ça, c'est l'apanage des centres experts. Alors, le bilan d'HTA secondaire, on va voir deux parties. On a la partie donc biologique, où on va demander le dosage de la rénine, de la dostérone plasmatique, le cortisol libre urinaire et la cortisolémie à 8 heures, le dosage des catécholamines urinaires, et tout ça demande une préparation du patient, c'est-à-dire qu'on va arrêter les inhibiteurs du SRA, on va arrêter les anti-aldostéroniens, on va demander au patient de ne pas prendre du café, du chocolat et de la vanille avant. Donc, c'est toute une préparation du patient pour ne pas avoir un bilan biologique d'HTA secondaire qui est biaisé. Et pour le bilan donc radiologique, il faut demander une échocardiographe pour éliminer donc une coarctation de l'aorte, demander un échodoppler des artères rénales pour éliminer une sténose de l'artère rénale, une TDM ou une IRMD surrénale pour éliminer donc un hypercorticisme, un adénome de Cohn ou un phéochromocytome, et demander une polysomnographie à la recherche d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, la dernière entité, je vais dire, chez le sujet donc adulte jeune et à connaître par cœur, c'est les sujets jeunes qui ont une HTA avec une fréquence cardiaque qui est très élevée. Ça, c'est des sujets qu'on appelle des sujets qui sont jeunes, hypersympathico-toniques. C'est des sujets qui ont une activation anormale du système nerveux autonome et donc ils vont avoir une augmentation des catécholamines circulantes, une augmentation de l'adrénaline et de la noradrénaline circulante qui, elle, va avoir des conséquences sur le système cardiovasculaire. Tu vas avoir bien évidemment une augmentation de la fréquence cardiaque, des lésions athérogènes, tu vas avoir une dysfonction endothéliale qui vont contribuer donc à la genèse de l'hypertension artérielle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est connu et actuellement, pour nous, donc cardiologues et pour vous, la fréquence cardiaque qui est élevée est considérée comme étant un facteur de risque cardiovasculaire. Et donc, chez ces patients, ce sont des patients le plus souvent jeunes et le plus souvent obèses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre interrogatoire, vous allez retrouver le plus souvent une notion donc de patient qui est stressé. Et ce sont des patients, j'anticipe sur la partie thérapeutique, qui vont répondre le plus souvent
souvent à un traitement par bêta-bloquant et non pas par un traitement bradycardisant, parce que votre objectif est non pas seulement de faire diminuer la fréquence cardiaque, mais surtout de faire diminuer donc l'activation du système nerveux autonome. Donc je passe sur l'HTA blouse blanche, qui est également donc une entité qui est bien connue et qui est actuellement donc pourvoyeuse d'une augmentation du risque cardiovasculaire. Et les dernières recommandations stipulent que devant une HTA blouse blanche, si le patient est à haut risque cardiovasculaire, ce sont des patients qu'il va falloir traiter et non pas seulement surveiller. Alors pour la prise en charge thérapeutique de l'HTA du sujet jeune, bien évidemment, on ne va pas revenir sur le basique, c'est qu'il faut éduquer le patient. Et bien sûr, l'informer du risque de la maladie, lui expliquer les règles hygiéno-diététiques. Et je vous ai mis une plaque sur, je ne vais pas dire la nouveauté actuellement, mais je vais dire les questions que nos patients nous posent quotidiennement sur les médicaments ou les alicaments. C'est-à-dire, est-ce que moi, je suis encore jeune, j'ai le droit de ne pas prendre de traitement et de prendre juste donc, des aliments qui font baisser la tension donc, artérielle. Alors, votre réponse est non, parce que tout simplement, aucun aliment, jusqu'à présent, on a fait ses preuves sur la diminution de la morbimortalité cardiovasculaire et globale. Alors, pour votre objectif thérapeutique, c'est l'objectif que vous savez tous, c'est une pression artérielle qui est inférieure à 14/9 sans jamais descendre au-dessous de 120 de systolique et que donc vous allez suivre l'arbre décisionnel, donc des recommandations européennes, c'est-à-dire que chez le sujet jeune, vous allez commencer par un inhibiteur du SRA plus un inhibiteur calcique. Si ça marche, c'est OK. Sinon, vous allez rajouter un diurétique et un diurétique. Les recommandations, c'est un diurétique thiazidique-like, c'est-à-dire non pas un diurétique thiazidique. Il faut utiliser soit la chlorthalidone, soit l'indapamide, parce que ce sont les molécules qui couvrent 24 heures. Alors, l'autre message que je voulais vous faire passer, c'est que s'il vous plaît, à votre stade, ne mettez pas vos patients jeunes hypertendus chez qui vous suspectez une HTA secondaire sous spironolactone. Parce que d'abord, le patient peut avoir une hypocalémie que vous allez corriger en mettant le patient sous anti-aldostéronien, et puis vous allez corriger l'hypertension artérielle et masquer donc une cause d'HTA secondaire. Alors là, c'est donc l'avant-dernière plaque, donc je vais insister là-dessus, c'est que pour la prise en charge de l'hypertension artérielle chez le sujet jeune, il faut savoir que quand on est devant une HTA grade 1, c'est encore controversé. Alors, les dernières recommandations de l'AHA 2020, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que si vous êtes devant un patient hypertendu jeune qui a une HTA grade 1 et qui n'a aucun autre facteur de risque associé et un bas risque cardiovasculaire, c'est un patient chez qui vous allez démarrer uniquement par des règles hygiéno-diététiques et une modification de son style de vie. Si ça marche, c'est bon, vous suivez le patient. Si ça ne marche pas, c'est en ce moment que vous allez mettre un traitement médicamenteux. Sinon, si le patient présente une HTA grade 1 et qui a un risque cardiovasculaire qui est élevé ou des comorbidités qui sont associées, par exemple, il est jeune avec une HTA grade 1, il est diabétique ou insuffisant rénal, en ce moment, il faut démarrer le traitement. Sinon, si vous êtes devant un patient hypertendu, jeune, avec une HTA grade 2 à 3, il faut démarrer le traitement immédiatement, sans attendre. Alors, les messages que vous devez retenir, c'est que l'HTA du sujet jeune est actuellement en augmentation constante, comme je viens de le dire, à cause des modifications du style de vie, de l'augmentation de l'obésité, de la sédentarité, et également de l'abaissement des chiffres donc, de définition de l'hypertension artérielle. Il faut penser à l'HTA même chez l'enfant et que vous êtes obligé actuellement de prendre la pression artérielle chez tout enfant qui se présente chez vous, qui est âgé de plus de 3 ans, de prendre la pression artérielle chez lui une fois par an, qu'il faut rechercher obligatoirement et systématiquement une HTA secondaire chez tout patient jeune, parce qu'il y a une mise en jeu du pronostic cardiaque et cérébral. Il faut mettre en route un traitement chez ces patients, un traitement rigoureux qui a démontré ses preuves sur la diminution de la morbidité et de la mortalité globale afin d'améliorer le pronostic chez ces patients. Je vous remercie. Merci, Dr Najir. Un sujet très épineux et très vaste à parcourir en 20 minutes, c'est très difficile. Surtout qu'on vous a rajouté d'autres parties. Vu le dépassement sur le temps, on va donner une question à l'audience. Oui.
Alors, la question, c'est l'évaluation du risque cardiovasculaire chez le sujet jeune. Alors, il faut savoir que dans les dernières recommandations de la prévention cardiovasculaire, on a des scores qui sont bien adaptés à l'évaluation des sujets qui sont au-delà de 40 ans. Donc, actuellement, on n'a pas vraiment un moyen qui est bien identifié pour l'évaluation du risque cardiovasculaire chez le sujet jeune. Mais dans tous les cas, dans les recommandations, ils ont mis un algorithme que tu peux utiliser pour l'évaluation, mais ça reste un peu controversé. D'accord? Non, parce que même les derniers scores, c'est-à-dire le score 2 et le score 2 OP, c'est à partir de 40 ans. D'accord? Et là, on est en train de parler de sujet jeune qui est inférieur à 30 ans ou inférieur à 40 ans. D'accord? Non, le diabétique est systématiquement à haut risque. D'accord? Un sujet hypertendu, jeune, diabétique est un sujet à haut risque. D'accord? Il n'y a aucun patient, rappelez-vous de ça, il n'y a aucun patient diabétique qui a faible risque. D'accord? Donc le diabétique, il est au moins à risque modéré. Je peux juste rajouter que le score, c'est vis-à-vis de la dyslipidémie, pas vis-à-vis de l'hypertension. Donc quand on veut évaluer un score cardiovasculaire, c'est vis-à-vis d'un LDL cholestérol. Donc on utilise les scores quand on a une dyslipidémie. Donc ça, c'est important. Et la dyslipidémie, oui, et la dyslipidémie. Oui. Elle dit pour l'hypertension grade 1 au grade 2, donc les scores, le fameux score Framingham, le fameux score HDL, le fameux score européen, c'est vis-à-vis de la dyslipidémie. Je vais juste rectifier, c'est que, par exemple, pour l'évaluation... Alors, je rectifie, c'est que, par exemple, quand tu veux faire l'évaluation cardiovasculaire par le score, le patient systématiquement ne doit pas être diabétique. Parce que si le patient est diabétique, c'est une autre évaluation du score, c'est l'évaluation du score cardiovasculaire européen, d'accord, qui classifie donc les patients en patients qui a faible risque, à risque modéré, à risque haut et à risque très haut. Et ton patient diabétique n'est jamais à faible risque. Le diabétique, il commence déjà par un risque qui est modéré. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si le patient n'est pas diabétique, alors maintenant, tu vas faire l'évaluation cardiovasculaire par le score 2 et le score 2 OP. OP, c'est-à-dire Old Patient. Donc, l'évaluation du score, tu prends en compte quoi? Prends en compte le sexe, si le patient est un homme ou une femme. Deuxièmement, voilà l'âge du patient. Troisièmement, le niveau, comme a dit Dr Tiazi, du LDL cholestérol et le niveau d'hypertension artérielle. D'accord? Sauf que, comme je viens de le dire, c'est que ces scores, ils ont démarré par des patients à partir de 40 ans. Alors que là, on est chez des sujets jeunes de moins de 40 ans, voire même dans les dernières recommandations, moins de 30 ans. Donc, il y a une évaluation dans les dernières recommandations de 2021 de la prévention qui concerne l'évaluation du risque cardiovasculaire chez le sujet jeune, mais ça reste un peu controversé. Parce que là, la question où ça se pose, lorsqu'on a un sujet jeune, par exemple, qui est diabétique, qui a une tension grade 1 chez les Américains, donc 130 par exemple. Il faut traiter. Il faut traiter. Il faut traiter. Si c'est un risque modéré. Oui, il faut traiter, parce que le diabétique, il n'est jamais à faible risque. Il commence par un risque modéré. D'accord? Le meilleur des diabétiques, il est à un risque modéré. Merci. Merci beaucoup.